Bonjour à tous, on va recommencer. Bon après-midi. Donc, nous allons maintenant commencer la dernière session de la journée scientifique, qui n'est pas la moindre. Alors, comme vous savez, l'une des structures importantes du centre de recherche, c'est ce qu'on appelle le CAREC, donc le Comité aviseur de la recherche clinique, qui finance des projets qui permettent aux cliniciens et aux chercheurs de collaborer ensemble. Et donc, lors de chaque journée scientifique, nous donnons l'occasion à plusieurs des chercheurs et cliniciens financés par ces projets de venir présenter leurs projets. Donc, lors de la session d'aujourd'hui, nous avons deux équipes qui vont venir présenter. Et j'appelle tout de suite la première équipe à venir présenter, qui est l'équipe de Sébastien Grenier, donc, qui est chercheur agrégé, chercheur autrichienne, professeur agrégé en psychologie à l'Université de Montréal, et Simone Gann, qui est doctorante en psychologie dans le laboratoire de Sébastien, et qui vont présenter un projet intitulé Mieux comprendre le vécu émotionnel des personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer et les processus d'adaptation utilisés afin d'adapter l'accompagnement à leurs besoins. Donc, merci. Vous m'entendez bien? Oui. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être ici. En fait, je ne pouvais pas venir tout seul, c'est certain, parce que c'est le projet de thèse de mon étudiante Simone. C'est elle qui a interviewé les personnes aînées sur la maladie d'Alzheimer. Donc, on va pouvoir vous partager son expérience avec ces gens-là tantôt. Donc, tout d'abord, ben, moi, vous savez, je suis spécialisé en anxiété et dépression chez les personnes aînées sans troubles cognitifs habituellement. Mais je trouvais le projet, lorsque Simone m'a proposé ce projet-là, je trouvais ça intéressant parce que les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer, de troubles neurocognitifs majeurs, présentent souvent de la détresse psychologique. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont cherché à comprendre vraiment de vécu émotionnel de ces personnes-là, en interviewant directement les personnes aînées et non pas les proches aidants, les médecins et l'entourage de cette personne-là. Donc, le diagnostic, quand que les gens reçoivent le diagnostic un trouble cognitif sévère comme la maladie d'Alzheimer, c'est un véritable défi. C'est facile à imaginer, là, vous le savez, on reçoit un diagnostic, on ne s'attend pas à ça. Des fois, on a des petits signes, là, des pertes de mémoire, on se pose des questions, on va voir le médecin, puis on va voir le neurologue, le neuropsychologue, le psychologue, puis là, on découvre qu'on souffre malheureusement d'une maladie qui est incurable. Donc, c'est un défi important pour la vie d'un individu. En fait, il y a un choc, il y a un déni. En fait, il y a un deuil, un processus de deuil qui s'opère, qui commence, un peu comme si la personne avait vécu la perte d'un être cher, mais là, on vient d'y annoncer qu'elle a une maladie, qu'elle va sûrement, que sa mémoire va dépérir, que sa condition va s'aggraver. On ne sait pas trop comment ça va évoluer, donc beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. Et souvent, ces gens-là vont passer par toutes les étapes du deuil. Notamment, il y a un choc au début. Il peut y avoir du déni. Donc, moi, non, je n'ai pas cette maladie-là, je ne veux rien savoir. Beaucoup de réactions émotionnelles. Et ça pousse la personne à s'orienter. Une nouvelle réalité qui fait face à la personne, elle doit apprendre à vivre avec cette maladie-là, qui est une maladie qui est quand même assez sévère. Donc, graduellement, quand la maladie s'installe, dès le début, il y a une disparition graduelle des repères identitaires. La personne, en fait, l'entourage de la personne ne se reconnaît plus graduellement. Elle doit se réinventer, réapprendre à vivre. Plusieurs conséquences psychologiques, je le disais tantôt, il peut y avoir de l'anxiété, dépression, troubles du sommeil, surtout en début de maladie. Chez la personne atteinte et la famille, le proche aidant. Mais nous, dans ce projet-là, on s'est intéressé à la personne atteinte et non pas au proche aidant. Donc, ça diminue la qualité de vie perçue également. Puis on sait que, et moi, je suis psychologue clinicien, je fais de la thérapie avec les personnes aînées. Puis ce que j'essaie, et là, je ne parle pas de personnes aînées avec un trouble cognitif, mais des personnes aînées qui souffrent d'anxiété, de dépression. Puis l'idée, c'est vraiment de leur redonner un contrôle sur leur vie pour que la personne ait l'impression de contrôler quelque chose. Quand on a une maladie neurodégénérative, on perd le contrôle sur notre vie graduellement. Donc, puis on sait que le contrôle sur la vie et l'autodétermination, c'est un prédicteur du bien-être. Donc, quelqu'un qui perd le contrôle sur sa vie graduellement, sans trop savoir qu'est-ce qui s'en vient,
va vivre des symptômes de stress, d'anxiété et ça risque d'impacter sa qualité de vie, son bien-être. Donc, là, tranquillement, je vous amène vers le projet de Simone. L'important dans tout ça, c'est de peut-être proposer des interventions qui sont adaptées, centrées sur les besoins de la personne, besoins de la personne qui vit de la détresse psychologique, la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, pour diminuer sa détresse psychologique, pour maintenir son estime de soi, pour augmenter sa qualité de vie. Mais pour que notre intervention soit adaptée à la réalité de la personne devant nous, on doit bien connaître cette personne-là, on doit bien connaître son vécu subjectif, ses besoins. Oui, on peut poser la question à l'entourage, au proche aidant, mais tiens, d'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau psychologique pour aider la personne atteinte? On va avoir des bonnes réponses, mais ça ne nous permet pas de savoir qu'est-ce que la personne devant nous a vraiment besoin. C'est quoi ses désirs à elle? Puis comment elle pense qu'on pourrait l'aider. Donc, on peut faire Donc, tout ça nous amène à penser que la bonne façon de procéder, c'est le gros bon sens ici, là, mais c'est pas souvent fait, malheureusement. Donc, c'est d'interviewer les personnes qui ont la maladie. Hein. Un peu quelqu'un qui a un diabète, on va l'interviewer pour comprendre comment la personne vit avec son diabète, comment elle s'est adaptée à ça, comment elle s'est adaptée à son diabète, mais pourquoi on ne ferait pas la même chose avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer? Pour justement avoir accès à sa propre réalité personnelle. Donc, tout ça pour vous dire que l'objectif numéro 1 du projet de Simone, c'est de mieux comprendre l'expérience du diagnostic. Donc, Simone a interviewé des personnes en début de maladie pour mieux saisir comment ces gens-là comprenaient leur diagnostic, comment ils s'adaptaient à cette nouvelle réalité-là pour explorer leur réaction émotionnelle, identifier les changements dans le être dans le monde. Je peux peut-être l'expliquer tantôt, qu'est-ce que tu veux dire par là, incluant l'environnement, les relations aux autres et la perception de soi-même. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est d'explorer les différentes stratégies utilisées pour s'adapter à l'annonce de la maladie d'Alzheimer. Donc, ces gens-là sont poussés à mettre en place. Hein, on ne décide pas, évidemment, d'être atteint de cette maladie-là. C'est un choc. On subit les conséquences. Mais on met en place, ces gens-là doivent mettre en place des stratégies pour s'adapter à la nouvelle maladie. Donc, d'essayer de mieux comprendre ces stratégies-là, puis d'identifier les stratégies qui sont adaptatives. La méthode utilisée dans le cadre de ce projet-là, c'est une méthode qualitative, donc c'est une recherche qualitative. Simone va pouvoir vous en parler plus tantôt. Moi, ce n'est pas mon expertise première, je suis plus en quantitatif, mais Simone a la chance d'être dirigée par une chercheure, Déborah. On a vu son nom au départ, qui est spécialisée en recherche qualitative. Donc, Simone a interviewé une dizaine de participants. Les critères d'inclusion-exclusion, donc la personne devait souffrir avoir reçu un diagnostic de trouble neurocognitif majeur, maladie d'Alzheimer, depuis au moins 3 mois, avoir plus de 70 ans, comprendre et parler le français, d'être capable de donner son consentement libre et éclairé pour participer à l'étude et surtout d'avoir le désir d'exprimer son vécu, de parler, comment qu'elle se sent, comment qu'elle a pris ce diagnostic-là. Pour les critères d'exclusion, rapidement, donc on n'a pas pris les gens avec des démences mixtes, hein, on a essayé, c'est ça, de ne pas en sélectionner, donc avec une charge vasculaire élevée, démence vasculaire, on ne voulait pas en avoir. Diagnostic précoce, le early onset, donc c'est pour ça 70 ans et plus, on ne voulait pas avoir de personnes avec un diagnostic précoce. Où la personne a présenté un handicap important, une maladie, parce que c'est des entrevues, donc il ne faut pas non plus que la personne... on ne voulait pas des gens avec des problèmes d'audition. Il y a des entrevues qui se sont faites au téléphone également durant la pandémie. C'est aussi pour qu'il n'y ait pas d'interférence, en fait. Si tu vis une autre maladie dégénérative ou grave, ben, en fait, ton vécu par rapport à la maladie d'Alzheimer, ben, c'était pour éviter justement qu'il y ait trop d'interférences dans le vécu. Donc, les entrevues, et Simone va bientôt parler, elle va pouvoir vous expliquer tout ça en détail, c'est elle qui les a faites. Donc, c'est des entrevues individuelles semi-structurées qui durent en moyenne 61 minutes, c'est ça? Téléphone, visioconférence, ça s'est fait pendant la pandémie. Donc, au début, tu pouvais rencontrer les gens en personne. Après ça, c'était juste au téléphone. Puis le but, c'était vraiment un but de co-construction de sens, donc d'explorer le vécu à partir
de ce que la personne disait à Simone, puis à partir de Simone, comment elle comprenait le vécu de la personne. Oui, ça, c'était à toi, ça. OK. Ouais, OK. Donc, j'étais parti, je laissais la parole à Simone, puis c'était ta diapo. OK. Donc, je continue. C'est correct? Vous m'entendez? Donc, dans le fond, c'est des entrevues semi-structurées. Dans le fond, j'avais un cadre pour les questionnaires avec des questions vraiment juste pour avoir une idée sur ma théorie derrière qui encadrait ça, dans le fond. Mais je laissais parler les gens librement. Ils chassaient de leur journée, de ce qu'ils ont vécu, comment y aller aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils allaient faire tout à l'heure, tout ça. Donc, c'était vraiment pas du tout dirigé sur la maladie et notamment une chose que je ne faisais jamais, c'est évoquer la maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire ou quoi que ce soit, si eux, ils n'en parlaient pas. Donc, c'était vraiment quelque chose que j'allais évoquer uniquement si eux, ils en parlaient de leur diagnostic, de ce qu'ils vivaient. Dans le fond, ça permettait par la suite, vous allez le voir aussi dans les analyses, justement, de voir le déni. Donc, de dire, je sais pas, le goût d'en parler, je suis tellement dans le déni que non, tout va bien. Dans le fond, mon recrutement s'est fait de novembre 2019 à août 2021. Donc, on sait tout ce qui s'est passé entre-temps. Donc, j'ai rencontré un certain nombre de défis dans le recrutement et aussi dans les entrevues par la suite. Dans le fond, mon recrutement, c'est d'arrêter. Par bout, on a refait le protocole plusieurs fois et j'ai fini quand même par avoir 10 personnes qui ont participé, 6 femmes, 4 hommes, donc assez bien partagé quand même, des personnages assez colorés. Et certains, j'ai pu les rencontrer chez eux à la maison. Et pour plusieurs, la plupart, en fait, je leur ai parlé au téléphone et 2 personnes par visioconférence. Il y avait un proche qui les aidait à installer, en fait, la visio. Mais c'est sûr que ça limitait un peu les entrevues aussi, le lien, parce que ça s'inscrit dans une recherche longitudinale sur une année. Donc, c'est sûr, les personnes que j'ai rencontrées en personne, le lien qui s'est créé était beaucoup plus fort qu'au téléphone. Tu parles à quelqu'un, tu viens d'avoir un diagnostic, il y a quelqu'un qui t'appelle de qui tu veux quoi, tu sais. Donc, c'était un peu bizarre. Bref. Pour les entrevues, aussi, ce qu'il disait Sébastien tout à l'heure, tu sais, comme on pose souvent les questions aux proches aidants, aux intervenants, parce que jusqu'il y a vraiment très peu d'années et encore maintenant, dans les milieux de recherche, on pense que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences ne sont pas capables de mener des entrevues. Donc, on va en fait éviter de les interviewer. On pense qu'ils n'ont pas l'insight nécessaire, on pense qu'ils ne vont pas pouvoir comprendre, ils vont être dépassés, que ça ne donnera rien au niveau des résultats. Je confirme que c'est faux. Et dans le fond, on y arrive tranquillement, en fait, à dire non, c'est pas vrai, c'est extrêmement riche ce qu'on peut récolter. Et c'est probablement une des raisons pourquoi dans ma recherche littérature, j'ai trouvé à peu près aucune recherche où on interviewe les personnes elles-mêmes sur leur vécu précis du diagnostic. Donc là, le but, c'était faire une co-construction de sens, donc l'explorer leur vécu dans le fond et co-construction. Donc, j'utilisais en fait les analyses phénoménologiques interprétatives, donc une recherche qualitative qui emploie une double herméneutique. Dans le fond, la personne essaie de faire du sens avec son vécu émotionnel ou son vécu tout court, son expérience, et le chercheur, en fait, il va essayer de faire du sens avec le sens que la personne essaie de faire. Donc, on rajoute une couche, puis c'est très, très adapté pour les personnes à Alzheimer. Finalement, ce que je me suis rendu compte en cours de route, c'est que finalement, ce qui se dit entre les lignes n'est pas perdu. Ce qui se passe dans l'entrevue n'est pas perdu puisqu'il y a ce volet interprétatif-là. Donc, c'est pourquoi aussi on parle d'expérience émotionnelle. Je ne sais pas à quel point vous êtes dans l'intervention, mais on connaît tous la personne super. J'ai participé à un projet de recherche à Sébastien Haute, puis la personne était vraiment très anxieuse tout le long dans l'entrevue, puis on cochait des questionnaires et elle ne cotait pas sur l'anxiété, mais elle était vraiment, vraiment, vraiment anxieuse, très, très, très anxieuse. Puis d'autres son discours réel qu'elle me donnait, c'était elle était rendue à ses 18 ans, elle avait peur de tomber enceinte, de ne pas avoir assez d'argent pour payer sa colocation, alors j'avais une madame 85 ans devant moi.
Et ça m'a vraiment frappé ce jour-là. Puis je pense que l'idée même de ce projet-là est née ce jour-là, probablement, en disant il y a autre chose. Puis ce autre chose-là est véhiculé, puis on est capable de le capter, là. Et on est capable de le capter avec le bon sens, mais on est aussi capable de le capter scientifiquement. Donc, juste pour l'information, à la fin, on a quand même fait un questionnaire sociodémographique dans l'idée qu'on veut un groupe, oui, homogène, donc d'où les critères d'inclusion-exclusion, parce qu'on ne peut pas évaluer des pommes et des poires même en Cali. Mais on voulait qu'en interne, ça soit assez hétérogène, donc des femmes, des hommes, des niveaux d'éducation différentes, des origines différentes, puis on avait vraiment de la chance chez tout un tas de monde issu de milieux vraiment très différents. Bon, ce qui est peut-être commun à tous ces gens-là, c'était assez expressif et excentrique, qui avaient le goût de parler de leur expérience, donc ça c'est le fun. Mais c'est ça un peu qui était le point commun. Voilà, donc le cas théorique rapidement, je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, je pense même, je ne sais pas combien de temps que j'ai, parce que je peux pouvoir en parler pendant des heures de ce projet-là, vous imaginez? Donc, l'objectif 1, je l'ai encadré avec la phénoménologie selon la théorie d'Heidegger tout à l'heure. Sébastien disait l'être dans le monde, dans l'introduction, dans le fond. Heidegger, il postule que l'être dans le monde, c'est le Dasein. Chacun de nous est confronté à ça, puis c'est construit en fait à travers trois façons d'être dans le monde. Donc, l'environnement, donc le monde autour de nous, le monde des relations, donc les relations avec les autres, et le monde à soi, donc notre monde intérieur, notre relation à nous-mêmes, et qui en fait va construire en fait notre représentation du monde et notre façon de nous comporter dans le monde. C'est muable, ça se modifie tout le temps. Donc en s'inscrivant là, dans le fond, ça me permettait de cadrer après mes analyses. Pour l'objectif 2, donc les stratégies d'adaptation, pardon, utilisées, ça va plus se baser sur la théorie de la sélectivité socio-émotionnelle et la théorie de la continuité. Donc, la première théorie, elle dit justement que l'orientation vers le présent est plus fort chez les personnes âgées et que l'évitement des pensées potentiellement négatives sont souvent orientées vers le futur, vont être évitées. Donc, en fait, l'autre point important aussi, c'est en fait, on cherche à maintenir des relations positives et significatives. Donc, c'est pas une question de quantité de relations, mais de qualité de relations. Voilà. Et pour la théorie de la continuité, on va évaluer en fait la continuité de notre réalité présente selon les expériences passées. Et ça peut être comme en externe et en interne. On a eu des discussions sur cette théorie-là. Puis effectivement, ça peut aussi s'appliquer avec des personnes Alzheimer. Donc, les analyses, très rapidement, je vous avais dit, c'est une double herméneutique, donc je vais passer vite. On en a déjà parlé. En fait, c'est 6 étapes. Je ne veux pas vous les expliquer en détail, je pense. Ça va aller. On va les passer. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Comme je disais, c'est particulièrement adapté pour une compréhension approfondie de l'expérience subjective et émotionnelle vécue par les personnes avec la maladie d'Alzheimer. Donc, dans le fond, ça permet de faire des analyses idiographiques, donc intra-cas, donc puisqu'on a du longitudinal, mais pas ici, et aussi, donc ici, dans cette première partie, des analyses partagées, donc entre les différentes personnes, dans le fond. Est-ce que vous voyez bien? C'était le souci. Donc, peut-être certains ont vu mon poster en haut tout à l'heure. Ben, c'est la même chose, dans le fond. Moi, je ne vois plus. C'est trop petit pour moi. Dans le fond, le diagnostic, pas grande surprise, dans le fond, comme dans d'autres maladies. Donc, dans l'intro, on disait le déni, le choc, c'est quelque chose qui a été étudié pour d'autres maladies chroniques ou létales, comme le cancer, par exemple. Puis, en fait, ce qui sort, c'est vraiment les gens vivent soit un choc, soit du déni le plus souvent, où ça évolue envers l'autre. Mais le choc déni. Et en fait, ce qui est un peu particulier ici, ce qui est vraiment beaucoup sorti, c'est l'incompréhension. Donc, l'incompréhension de l'annonce du diagnostic, l'incompréhension de ouais, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? L'incompréhension de on m'a pas expliqué
Et pourquoi on m'a retiré mon permis en même temps? Moi, ça va très bien parce que là, si on me retire mon permis, moi, je peux plus me déplacer. Puis, je dois m'occuper de mon mari parce que lui, il est handicapé, il peut pas conduire. Donc là, on est bloqué à la maison, on fait quoi, tu sais? Puis, je ne suis pas en train de dire que les médecins ou les intervenants ou les infirmiers n'informent pas les personnes, mais visiblement, il y a quelque chose dans la communication qui se rend pas. Parce que c'est sorti vraiment de partout, partout, partout. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de frustration des personnes attendant la maladie en disant, je ne comprends pas, je veux bien, si on me l'explique, comprendre, puis je veux bien faire ce qu'il faut, mais je n'ai pas l'impression qu'on m'a l'a expliqué. Donc, c'est quand même un point important. Dans la modification de l'aide dans le monde, en fait, ce qui est beaucoup sorti, qui était surprenant après avoir analysé plusieurs entrevues, c'est qu'il y avait a priori, comme dans d'autres théories, comme par exemple la théorie du deuil, un mouvement oscillatoire qui s'est installé où les personnes, lorsqu'ils parlaient de leur passé, ils pouvaient s'accrocher à l'appartenance qu'ils vivaient, le sentiment d'utilité, les accomplissements et la fierté qu'ils avaient d'être qui ils sont dans la vie. Donc ça, c'était beaucoup quand ils parlaient de leur passé. Quand ils parlaient de leur présent et du futur, là, il y avait beaucoup de... j'arrive pas à le lire, de repli, d'exclusion, d'isolement. Et en fait, ce qui se passait dans les entrevues, ils parlaient de leur exclusion, des regrets qu'ils pouvaient avoir, de plus se sentir inclus ou même d'un repli volontairement du monde. Pour après switcher dans oui, mais avant j'étais quelqu'un, avant j'étais un parent, avant j'étais un professionnel, avant, et hop, ils revenaient. Puis en fait, il y avait cette espèce d'oscillation qui s'est installée. Et ce qui a amené à la fin aussi dans la même oscillation dans les termes plus existentiels, donc la liberté, la solitude, la finitude et la mort, où il oscillait aussi entre ces deux pôles-là, dans le fond, et ce qui leur permettait par la suite, éventuellement, de construire un nouveau sens à leur vie actuelle. Donc, on y arrive. Objectif 2, donc je ne sais pas combien de temps il me reste. 3 minutes? 6 minutes? 6 minutes. OK. Enfin, c'est vite, c'est pas très long. Dans le fond, dans les stratégies d'adaptation, on a pu observer, dans le fond, qu'il y avait des personnes qui passaient par des phases vraiment de déception, de regret, de colère, de tristesse, et que tranquillement, il émergeait quelque chose. Il émergeait de l'espoir, il émergeait de la résilience, il émergeait quelque chose. C'était pas quelque chose de linéaire, mais éventuellement, on pouvait voir ce cheminement-là dans les entrevues. Alors que j'avais quelques participants, c'était repli, point. Ça s'arrête là. Non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Moi, je n'ai rien. Ça se passe bien dans ma vie. Donc, en fait, la question qu'on se posait, puis ça va être dans les conclusions après, c'est comment on peut, en fait, intervenir dans ces deux pôles-là. Donc là, pour les forces de cette étude-là, on a inclus les 3 dimensions, donc l'environnement, les relations interpersonnelles et la relation à soi-même. Donc les études existantes, souvent, ils parlent des enjeux identitaires, ils parlent des relations seulement, mais là, on a vraiment inclus les 3 pôles. La forme d'analyse qu'on a utilisée a permis de prendre en considération la parole des personnes, de réellement la prendre en considération. Bien sûr, il y a des défis et des limites. Je pourrais vous en parler longtemps des défis. Un des défis, c'était le recrutement. Mais une fois qu'il était fait, je suis super contente. Ça finit par bien aller. Puis les gens sont tous restés. Donc, ceux que j'ai interviewés pendant 1 année, sur les 10 personnes, il y a seulement 3 personnes qui ont arrêté. Donc, c'est quand même énorme, dont une qui était tellement malentendante que je ne pouvais pas la garder, dans le fond. La limite échantillon restreint, oui et non, c'est du qualitatif. Ce n'est pas une limite dans le qualitatif. Je l'ai mis parce que je sais que la grande majorité des gens ici font du quanti, puis 10, ça ne sent pas beaucoup. Et en fait, une des limites, c'est un échantillon restreint de francophones qui vivent ici à Montréal, qui ont une réalité nord-américaine. Donc, on n'a pas vraiment une compréhension de comment vivre ça dans un autre pays, comment on vit ça quand on est issu d'une autre culture ou dans notre milieu. Voilà.
Donc, en conclusion, dans la première partie de résultats, on a vu que le souvenir de leur vie passée était important. Dans le fond, souvent, on dit « Ah, mais là, ils sont stuck dans leur passé, ils jouent la cassette, ils tournent en rond, ils ruminent. » C'est vrai. Puis c'est vrai aussi que c'est important de les sortir de là, mais apparemment, le passé joue une importance dans une adaptation qui se met en place par la suite. Donc, à se poser la question, est-ce que le passé, je retourne dans qui j'étais et qu'est-ce qui me rend fière de moi est vraiment mauvais ou doit vraiment être stoppé à tout prix, je ne suis pas certaine. Donc, ça a creusé. Et dans le fond, il y a aussi, donc, du coup, la question de la thérapie de la réminiscence qui se fait déjà avec des personnes âgées qui fonctionnent très, très bien. Puis, j'ai vu aussi des recherches là, plus récentes avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, ça permettrait justement de manière guidée d'amener les gens dans le passé pour leur permettre de diminuer leur détresse, améliorer leur qualité de vie, puis de se reconstruire dans une vie actuelle. Good. Donc ça, je viens de le dire. Au niveau des stratégies, ce que je disais, ben, en fait, que je me pose comme question, c'est plus, OK, si j'ai une personne qui a une stratégie adaptative, comment je fais pour la maintenir là-dedans? Donc, pour le faire, ben, faut que je connaisse son vécu subjectif. Je vais répéter ça, je répète ça, puis je le répète. C'est un peu le message essentiel et je sais que c'est difficile à avoir l'opinion de chaque personne, mais c'est extrêmement important pour pouvoir adapter après ce qu'on lui offre. Donc, pour maintenir ces bonnes stratégies d'adaptation qu'elle a, ben, on a besoin de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour elle. Pour ceux où c'est moins adaptatif, ben, il y aurait peut-être besoin d'aller chercher qu'est-ce qui fait qu'ils sont là, qu'est-ce qui fait que ils n'arrivent pas à dépasser ce côté-là de « Ah, je suis pris dedans ». Peut-être ils ont été comme ça toute leur vie, c'est correct, mais c'est comme ça ne va pas s'arrêter parce qu'on a une maladie d'Alzheimer. Il faut peut-être aller chercher. Peut-être c'est une question de personnalité, donc de structure de personnalité. Il faut aller chercher ça éventuellement pour pouvoir intervenir là-dessus et dire, OK, comment je les amène de l'autre côté des gens qui finalement ont de l'espoir, ont de la résilience, en tout cas de les approcher de ça. Et de renforcer les aspects positifs, tout le monde en a. Donc, de leur fonctionnement, de leur personnalité pour les amener là. Voilà. Merci. Question. Question piège. Question piège. Merci pour cette belle présentation. Je trouve ça vraiment bien que vous pensiez accorder une voix comme ça aux personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Je voulais savoir, dans vos entrevues, est-ce qu'il est ressorti parfois des stratégies adaptatives qui portaient plus sur les stratégies compensatoires dans le quotidien, comme source de contrôle, des aides-mémoires, des petits trucs du quotidien? Est-ce que ça ressortait? Absolument. Il n'y avait pas aucune personne que j'ai interviewée qui m'a pas dit « Attends une minute, je vais chercher mon agenda parce que je me note tout maintenant. » Donc, il y avait tous leur beau gros agenda. Ils se faisaient des notes. Et il y avait quand même, oui, il y avait une madame, elle avait un dictaphone, elle pensait commencer à l'utiliser pour se rappeler de ce qu'elle avait discuté avec les gens. Donc, il y avait des stratégies comme ça, oui, qui étaient là et qui s'utilisaient déjà, dans le fond, qui avaient... Ouais. D'avoir ce contrôle sur... Oui. Mais dans le fond, c'était aussi des personnes, pour la plupart, qui n'avaient pas le choix, parce que c'était vraiment toutes les personnes qui vivaient chez eux, puis la moitié vivaient seules. Donc, si tu ne te rappelles pas ton rendez-vous chez le médecin, ben, je sais pas, si tu ne te rappelles pas quand est-ce que la dame du CLSC vient pour te donner un coup de main pour la douche, ça ne marche pas non plus. Donc, c'est intéressant de voir les deux ouais. sur le plan psychologique, Ouais. sur le plan instrumental. Ouais. Ah oui, oui, clairement, ça exclut pas, là. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Ça va très intéressant. La croix du travaux. Vous parlez beaucoup de déni et d'incompréhension, basant sur le modèle d'autres maladies. Mais la maladie d'Alzheimer a quand même une particularité, qui est celle de se baser sur la mémoire, être une atteinte de la mémoire. Et donc, de fait,
d'avoir potentiellement un impact sur la façon dont on se projette sur le diagnostic, du fait qu'on ait un peu oublié les conséquences de la maladie sur notre vie quotidienne. Et donc, dans quelle mesure une partie de ce que vous identifiez peut se référer à de l'anosognosie plus qu'à du déni ou du recul de soi. On était sûr de cette question-là. J'avais déjà posé la question. Tout le monde la pose. Et c'est sûr que pour ma soutenance, je vais la préparer de manière très, très, très poussée. Aujourd'hui, je vais juste vous répondre un peu avec mon feeling. Mon feeling, c'est que oui, effectivement, la nosognosie, probablement, il y a une partie des personnes qui ont souffert ou qui le vivaient. Mais la question qui peut se poser, puis je laisserai ça comme projet test pour quelqu'un d'autre, c'est à quel point la nosognosie peut aussi s'expliquer avec des mécanismes psychologiques de déni. Donc, à quel point ils sont vraiment séparés une de l'autre, c'est comme je peut-être pas assez préparée là, puis pas assez experte là-dessus, mais éventuellement, je me pose cette question-là quand même. Je vais peut-être venir vous voir tout à l'heure pour vous en répondre. Merci. En fait, pour rebondir un peu sur la même question, je me demandais, dans votre échantillon, est-ce que vous avez un peu récolté des informations à savoir où ces personnes-là en sont dans l'évolution de leur maladie? C'est-à-dire que oui, ils sont interviewés à partir de 3 mois après le diagnostic, mais on sait que le diagnostic, il peut être donné à différents stades de l'avancement de la maladie. Et donc, est-ce qu'il y aurait un lien aussi à faire entre, pour chaque personne, ses capacités cognitives liées à la maladie et leur capacité que vous voyez d'introspection, etc. Mais merci pour cette question. C'est sûr, c'est une grosse discussion qu'on a eue au début avant d'établir la recherche dans le fond. Et une chose qu'on a établie, donc c'est pas à partir de 3 mois, c'est avant les 3 mois. Donc c'est au plus tard à 3 mois de diagnostic, on fait les entrevues, le premier entrevue. Et effectivement, on était obligé de mettre un baseline. Donc c'était le diagnostic qui a déterminé en fait le début du 3 mois. Puis on est tout à fait conscient que il y a des personnes qui vivent depuis des années avec la maladie au moment qu'ils reçoivent, ou depuis plusieurs temps, en tout cas, le temps qu'ils reçoivent un diagnostic. Mais l'autre critère, c'est aussi qu'il y avait un diagnostic léger de la maladie, donc avec un CDR 0,5 à 1 max. Donc, ça permettait quand même d'avoir à nouveau une homogénéité parce que j'avais malheureusement pas accès à quelque chose plus poussé que ça. Puis, on s'est dit, ben, on va se fier dans le fond, au gériatre. Toutes les personnes ont été recrutées ici à la clinique de cognition, dans le fond, en collaboration avec les gériatres ici, avec qui on avait discuté justement de ces critères-là. Puis même là, les critères ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Là. Donc, c'était difficile pour moi d'intervenir là-dedans, très honnêtement. D'ailleurs, nous remercions. Est-ce que Manon Florent est ici? Oui. Êtes-tu ici? Merci. Mais elle va poser une question. Oui, c'est vrai, oui. Oui. Pour rebondir encore sur la question de déni et la mesure aussi, pour intervenir auprès de patients qui viennent d'avoir un diagnostic d'Alzheimer ou de troubles neurocognitifs, c'est vraiment intéressant quand on parle avec eux des émotions qu'on peut ressentir suite à un diagnostic comme ça. Certains vont me dire, quand on parle du déni, mais oui, je reconnais que j'étais en déni au début, mais maintenant, on est plus dans l'acceptation. Donc, c'est intéressant parfois qu'eux-mêmes, pas tous là, mais eux-mêmes peuvent avoir ce recul après coup, puis voir que leur réaction initiale de choc pouvait être une forme de déni aussi. Mais dans le fond, c'est sûr, on n'en a pas parlé ici, mais moi, le projet du départ qui existe toujours, c'était un projet longitudinal. Donc, c'est des entrevues pendant 1 année, justement pour voir l'évolution dans la perception de la maladie et leur stratégie d'adaptation dans le temps. Pour plusieurs raisons, je suis en ce moment obligée de me limiter sur les temps d'entrevue. Donc, effectivement, ça donne une photo sur le temps 1, mais oui, il y a tout ce matériel-là qui montre aussi comment ça évolue avec le temps.
C'est ça. Bonjour. Travailler avec une de cognition et de nos patients, j'aimerais savoir, vous avez dit que les patients étaient dans l'incompréhension du diagnostic, on leur avait pas expliqué. Qu'est-ce que, selon vous, on pourrait faire de plus à ce moment-là? Ouais, c'est une très bonne question, le qu'est-ce qu'on peut faire? Mais en fait, c'est pas que le diagnostic n'a pas été expliqué, parce Oui. que vous l'avez expliqué, mais Oui. c'est ça. C'est ça, c'est plus, c'est sûr que je pense encore à cette question-là vraiment parce que c'était frappant. C'était vraiment la surprise qui est sortie dans mes analyses parce que tout le reste, finalement, c'est confirmer un peu le gros bon sens aussi. Là, comme on disait au début, c'est juste personne n'a pensé à faire cette recherche-là, mais on a comme un gros bon sens. Puis le gros bon sens, là, n'était pas nécessairement contredit non plus, mais ça, c'est quand même sorti, puis j'étais vraiment surprise. Et je suis allée lire un peu, puis il y a des recherches qui étaient menées là-dessus, justement, avec des psychiatres qui devaient annoncer le diagnostic et sur l'incompréhension et comment qu'on peut, dès le diagnostic, communiquer de façon efficace, j'aime pas le mot, pour maintenir le bien-être de la personne. Donc, eux, ce qu'ils déploraient, qu'ils n'étaient pas vraiment formés à avoir ce genre de communication-là, qu'ils n'avaient pas vraiment le temps non plus. J'essaie de me souvenir de cette recherche-là, mais si ça vous intéresse, là, je peux retrouver facilement le lien vers cette recherche-là. Là. Ouais. En fait, si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, on parlait de choc tantôt. On annonce un diagnostic, c'est un choc, puis habituellement, lorsqu'on entend ce diagnostic-là, la personne peut, lors de la rencontre de l'annonce du diagnostic, se fermer complètement. C'est un mécanisme de défense. Là. Donc peut-être que la revoir un peu plus tard, quelques jours plus tard, une semaine plus tard, 2 semaines plus tard, pour revenir sur les explications, voir qu'est-ce qu'elle a compris, lui poser la question, qu'est-ce que vous avez compris la dernière fois, d'après vous, qu'est-ce qu'on vous a dit, de le répéter dans ces mots, ça pourrait aider. Parce que c'est ça, il y a tellement de choses, c'est une grosse annonce, hein? C'est la pire chose qu'on ne veut pas entendre ça. Puis il y a tellement de choses qui se passent dans notre tête qu'à un moment donné, on finit par peut-être l'oublier, penser à d'autres choses. C'est tout à fait humain de se protéger. Peut-être les revoir un peu plus tard. Peut-être vous le faites déjà aussi, je ne sais pas. Mais c'est ça. Tout le monde fait son possible. Ce qui était quand même surprenant, parce qu'on dit ils s'oublient, puis anosognosie, tout ça. Puis en fait, les personnes, je pense à une madame notamment, deux même, je les ai vues 3 fois, à chaque fois avec 6 mois d'intervalle, donc c'est quand même beaucoup. Puis ils me ressortaient la même histoire à chaque fois. Donc c'était une histoire qui les avait quand même choqués, traumatisés. Donc je ne parle pas du contenu, je ne suis pas en train de dire qu'on ne leur a pas dit, mais peut-être vraiment comment ils l'ont compris. C'est une madame qui m'a dit, on m'a même pas regardé, on m'a pas parlé à moi, on a juste parlé à ma sœur. Puis c'est ça qui l'a choqué. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui arrive encore. Puis on est tous un peu pris avec ça. Dire, on va parler à la personne qui accompagne pour être sûr, ça va être bien compris. Donc elle, ça l'avait choqué beaucoup. L'autre madame, c'était le retrait du permis, donc qui était vraiment comme incompréhensible pour elle. Puis il n'y avait rien à faire, puis elle essayait à tout prix de récupérer son permis. Là, puis ça a duré une année. Là. C'était le sujet numéro 1. Là. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre présentation. J'aurais une question sur le plan méthodologique. En fait, j'en avais quelques-unes, mais je m'en fous. Compte tenu de votre recherche et aussi du type de méthodologie que vous avez utilisé, vous voulez aller en profondeur pour comprendre ce que les gens ont vécu, je me questionnerais sur la pertinence d'avoir choisi l'entrevue téléphonique comparativement à une entrevue en personne. Je comprends bien qu'il y avait le contexte de la COVID, mais j'aimerais vous entendre sur quels sont, d'après vous, là, les biais ou les limites qu'aurait pu occasionner cette technique d'entrevue. Donc déjà, pour rectifier, ce n'est pas un choix. Faire des entrevues au téléphone. Puis, je tiens quand même à préciser que malgré mes réticences, ça a quand même vraiment bien été. Il y a des personnes que je les ai jamais rencontrées en personne en une année. Je leur ai juste parlé au téléphone. Ils sont restés.
puis pour certains, se rappeler de moi. Les limites, je dirais, une des grosses limites, c'est que les personnes que j'ai pu aller chez eux, il y a quand même aussi l'observation de leur environnement, comment ils vivent, comment ils se comportent, comment ils bougent, comment ils parlent, c'est quoi leur expression. Toutes ces choses-là, moi, je suis très attentive à ça. Ça m'a beaucoup manqué dans les entrevues téléphoniques. J'ai senti aussi que le lien était quand même vraiment moins fort. Donc, dans l'étude longitudinale, que les personnes que j'ai vues au moins une fois ou deux fois, que, tu sais, comme, on avait réussi à avoir comme un meilleur lien. Mais vu dans le contexte de la COVID, les gens, en fait, nous, on a modifié le protocole. J'ai fait des suivis mensuels avec certains d'entre eux qui le souhaitaient parce que je n'étais pas sûre de pouvoir mener à bout mon projet, dans le fond. Puis, ça leur permettait d'avoir un contact avec le monde une fois par mois. Donc, même le téléphone, c'était mieux que rien, dans le fond, parce qu'ils étaient vraiment isolés. Ils étaient seuls chez eux. Puis là, il y avait vraiment plus de visites, là. Donc, ça, c'était quand même un côté plus positif. Puis, moi, je dirais que c'est surtout le côté du lien, puis l'observation là, de l'environnement qui est vraiment, vraiment différent. Là. Merci. C'est le fun. Pour la conférence. Je suis dans le police. Alors, je travaille ici à l'hôpital, je travaille avec des gens qui sont analystes parents. Puis, ce que je voulais ajouter, c'est extraordinaire vos réponses aux demandes acceptées en deux temps. Alors, moi, je vois à vous que certains patients prennent beaucoup de temps pour accepter. Et puis, se souvenir aussi que la compréhension peut être et aussi la façon qu'on a à s'exprimer, d'expliquer. Et puis, très souvent, en thérapie, pour la communication, je reçois des informations sur ce que vous avez appris le côté émotionnel de l'acceptation. Juste de réaliser qu'on n'est plus capable de signer son nom comme la femme, d'apercevoir qu'on s'y affichait. Ça prend du temps à accepter ça. Et puis, c'est pas parce que je pense que mon collègue ne l'explique pas, je sais qu'il l'explique, mais comme sur le dit de la fin, d'entendre, de comprendre et d'accepter, il y a tout un une différence. Et puis, c'est vrai dans tout ce que alors, de répéter, de recheminer, de reposer la question, revenir les réponses et accepter les conséquences et puis on partie. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Puis je pense que ce qui est important aussi que vous dites en ce moment, c'est valider la personne dans ce qu'elle vit. Donc dire, c'est difficile pour toi en ce moment et c'est normal que ça soit difficile, puis on pourra en parler une autre fois, tu sais. Je pense que c'est aussi une façon d'intervenir. C'est sûr, c'est la phytopsychologue qui parle, là, mais... Merci beaucoup pour la présentation. Je pense que c'est vraiment important, cet aspect-là qui peut-être pour négliger. J'ai eu la chance d'avoir une clinique à domicile. On allait voir les gens. On avait une travailleuse sociale avec nous. Et qu'est-ce qu'on faisait? On rencontrait les gens, on annonçait tout ça. Puis effectivement, quand le choc, ils ne sont pas en mesure de recevoir l'information, même si ça a été dit, là, c'est beaucoup d'informations pour une seule rencontre. Fait que la travailleuse sociale retournait. Puis aussi, on s'assurait d'être disponible. Des fois, ils viennent nous rencontrer une deuxième fois. On avait cette opportunité-là. Puis souvent, ils ne nous rencontraient pas une deuxième fois, mais juste d'avoir rencontré la travailleuse sociale, d'être passé à travers tout ça, de savoir qu'il y avait l'opportunité de le faire, on dirait que ça les rassurait beaucoup. C'était pas... c'était peu souvent nécessaire. C'est une grosse épreuve. Puis je dirais, le permis de conduire, vous en avez parlé. Je dirais encore plus pour les hommes que pour les femmes, mais quand ils sont en banlieue, ça menace tellement leur autonomie. C'est tellement une grosse chose que peut-être je vivais un peu moins en institut gériatrique qui sont en ville, puis ils ont d'autres options. Mais même en ville. C'est en ville quand même.
Mais c'est vraiment une grosse chose. Si on a la chance d'être un spécialiste qui n'est pas celui qui suit au quotidien, c'est peut-être une bonne idée de faire, au lieu de laisser faire aux gens qui sont les médecins de famille, les médecins traitants, parce que c'est un gros prix, il passe par là à travers ta vie, puis j'ai fait mon deuil, ça va bien. C'est vraiment très important pour eux. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. Puis je comprends tout à fait aussi la réalité du terrain. Là, c'est comme on réfléchit à ce qui serait le mieux. Puis il y a une réalité terrain aussi qui ne le permet pas toujours. J'en suis tout à fait consciente. Mais je pense que si on est conscient de ce qui peut être le mieux, ben, on peut tendre vers, sinon on ne le fait pas. Et on dit juste, statu quo, on reste où on est. Et merci beaucoup pour votre écoute. Ça m'encourage tellement de finir ma thèse, si vous ne savez pas. Cette deuxième présentation de cette séance et donc le site Chloé Atteint à venir sur le web. Donc Chloé Atteint est CPD de la projet Montréal et va présenter le projet sur l'implantation d'un espace sensoriel chez les aînés présentant des comportements réalistes. C'est ça? Oui, juste l'enregistrement.